crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les poursuites hommes et femmes d'Oberhof. On était dans la station allemande, il n'y avait pas de course individuelle le samedi, tout était réservé pour le dimanche. Les Français et les Françaises étaient placés pour nous faire de très très belles courses. Il faut dire qu'on n'a pas été déçus et on va débriefer tout cela ensemble. Alors on va commencer les hommes, la course avait lieu en premier et ensuite on parlera de la course féminine, la course masculine et le résultat, il est là. Victoire pour la 3e fois consécutive dans une poursuite de Quentin Fillon-Maillet qui a été absolument sensationnel pour s'imposer devant Sebastian Samuelsson, très jolie course du Suédois. Tarjei Bø, impressionnant, 3e. Le retour de Sturla Lægreid malgré un tir assez cata pour lui vu qu'il terre à 16/20. Loginov en tête pendant longtemps s'est craché au dernier tir et fait 5e. La belle performance de Fabien Claude, 7e, très jolie remontée. Je parlerai évidemment d'Emilien Jacquelin qui finit 17e, plombé par un dernier tir cata et surtout un problème de fartage, de glisse. Il y avait un problème de glisse. Johannes Bø et lui un anecdotique 21e. Voilà pour le résultat de cette course. Quentin Fillon-Maillet a été stratosphérique. Il est passé par toutes les émotions dans cette course, puisqu'il a d'abord été très loin après le premier tir, il ressort plus de 18e, et après il est remonté petit à petit, sans s'affoler, plutôt très bien sur les skis. Non, c'est du très très bon Quentin Fillon-Maillet qui, en poursuite cette année, est absolument immense, et notamment sur les derniers tirs debout, il en a fait sa marque de fabrique, et c'est encore une fois sur ce dernier tir debout, quand il a vu l'ouverture de Loginov qui était arrivé avec une avance conséquente, plus de 50 secondes d'avance, il a vu Loginov se planter, il s'est posé, il a mis les balles dedans, il a tout mis dedans. Énorme Quentin Fillon-Maillet, voilà, ça c'est le Quentin qu'on aime, offensif, qui... je trouve, je vais être grossier, mais il porte ses balls sur les poursuites. Il est vraiment impressionnant. 3 victoires en 4 courses. La 3e... waouh quoi. C'est du très 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 grand biathlon. Je veux dire, le fait d'être remonté comme ça après un début de course hyper compliqué, de pas s'être démobilisé, d'être resté concentré, fort sur les skis. Je dévie pas de ma ligne de conduite. Honnêtement, c'est du très 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 haut niveau la course proposée par Quentin, sachant que devant lui, il avait un Loginov qui partait devant, sachant que Emilien avait son problème de ski, ne revenait pas sur Loginov, avant le dernier tir, il a 50 secondes d'avance, il doit jamais la perdre cette course, le russe, et il fait 3 fautes sur ses 3 dernières balles, il s'est complètement écroulé, caca culotte pour Loginov, et Quentin Fillon-Maillet a pris la brèche, sachant que derrière lui, t'avais des avions de chasse. Tarjei Bø, il était super rapide sur la piste, il fait une belle course. Samuelsson, on avait un petit peu peur à la fin, Samuelsson, parce qu'il était qu'à 5 secondes, et tu sais que sur un sprint, le Suédois, t'as pas envie de l'avoir parce qu'il est extrêmement puissant, et voilà, et Quentin a été le plus solide. Alors évidemment, il a le maillot distinctif de la poursuite, mais il récupère aussi, au nez et à la barbe d'Emilien Jacquelin, le classement général. Jacquelin, on va en parler. C'est une course qu'il a d'abord, on a tout de suite senti, moi ce qui m'a surpris, c'est au premier intermédiaire, de le voir perdre énormément de temps. J'ai trouvé ça curieux parce qu'on le sait, Emilien c'est le 2e score le plus rapide depuis le début de la saison derrière Samuelsson, c'est les stats qui étaient sortis, premier ou 2e en fonction des courses. En tout cas si on fait une moyenne, il y avait Tarjei aussi qui était dans le coin, mais il était vraiment très très rapide, et on l'avait vu sur le sprint, il fait 2e avec un 8/10, alors que Loginov il finit qu'à 7 secondes alors que Loginov fait 9. Fillon-Maillet qui fait 8/10 aussi au sprint, prend 20 secondes de temps de piste par Emilien, donc il est stratosphérique sur la piste, et je trouvais ça curieux de le voir décrocher autant. Et quand c'est vrai que Alexis Boeuf commentait aussi, et il a tout de suite repéré ça aussi sur la glisse en descente, ça paraissait pas fou, et ça a été confirmé par Emilien. Du coup c'est une course où il a été en lutte tout le temps, mentalement ça devait être très dur de se dire que t'as les conditions, t'as les jambes, mais t'as pas le matériel pour pouvoir te battre, et il a
Malheureusement, il a tenu jusqu'au dernier tir, mais ça a craqué dans le dernier tir où il fait 3 fautes sur le debout. On sait que parfois le debout, ça peut lui demander énormément d'énergie. Il était 2e en arrivant sur le pas de tir, il aurait pu marquer de très très gros points. Malheureusement pour lui, il manque cette opportunité, ça peut coûter cher au final. Mais il ne faut pas oublier que sur le classement final, on retire les 2 moins bons résultats. Mais enfin bon, c'est des calculs d'apothicaire qu'on verra plus tard. Le fait est qu'il a craqué sur le dernier tir, il fait 17e. C'est évidemment une déception, mais voilà, c'est quand t'as pas le matos, quand tes skis sont mal réglés, bah tu peux rien y faire, même si t'as la meilleure condition du monde. Donc je crois qu'il a le 38e temps de ski, enfin un truc ignoble, enfin pas du tout de son niveau. Donc voilà, elle est dure à analyser cette course. C'est sûr qu'en comparaison de celle de Quentin, c'est le grand écart entre les deux. Mais je vais souligner aussi le retour de Sturla. Alors, il a fait pour la première fois de sa carrière 2 fautes sur un tir couché. Ça lui était jamais arrivé. Le mec est un grand malade du tir. Dans ce tir-là, ça fait plaisir de le revoir, au moins dans le mix. Voilà, bon, il tire pas génial, 16 sur 20, pour lui, c'est pas très bon. Mais voilà, 4e quand même, donc il a assumé, il a assuré. Voilà, c'était du bon ce tir-là, mais celui qui m'impressionne, c'est Tariebeu. Être capable, 11 ans même après avoir gagné le gros globe, être capable encore d'être à ce niveau-là de ski, ce niveau-là de biathlon, il est extrêmement fort. Il est très 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 fort. Et ce qui est dur en comparaison, c'est de voir Johannes Bö, quoi. Enfin, il tire encore à 15. Il s'est fait remonter les bretelles par Siegfried Mazet après le tir, et là il te pond un 15 sur 20 ignoble. Enfin, il est pas dans le coup, et ce qui est terrible, c'est que ses temps de ski sont bons, il est dans le top 4 mondial, donc c'est vraiment au tir où il en met pas une dedans, le mec voit trouble, quoi, le mec est myope de tout, quoi, enfin, c'est dur de le voir à ce niveau-là, quoi, c'est Johannes, quoi, un des tout grands de l'histoire du biathlon, faut pas oublier, c'est 3 classements généraux de suite, c'est le record de victoires sur une saison, c'est 53 victoires en Coupe du Monde, enfin, Johannes Bö, quoi, enfin, je veux dire, c'est pas le petit biathlète de pacotille. Donc ouais, à voir comment il va pouvoir faire évoluer cela, mais Quentin Fillon-Maillet était juste stratosphérique et il reprend donc les commandes de la Coupe du Monde, 12 points devant Émilien Jacquelin, à une semaine de Ruhpolding. Alors, la France ne fera pas d'impasse sur les courses qui arrivent, à savoir Ruhpolding et Antholz. J'ai pas le détail en tête, mais je sais que un coup c'est les Allemands, je crois, ils iront pas à Antholz. Je sais que les Norvégiens vont pas à un des deux, donc il va y avoir des opportunités à prendre pour les Français. On passe maintenant à la course féminine. Et alors chez les filles, ça commence à être une petite habitude. Victoire de Marte Holzbø, doublé, sprint, poursuite pour la Norvégienne qui a été implacable. Voilà, 18 sur 20, 33 secondes d'avance. Elle met des doses en ce moment. Elle met des doses, mais des piles à tout le monde. Elle est au-dessus du lot, Marte Holzbø. Elle retrouve le niveau qu'elle avait eu dans les championnats du monde, là où elle avait gagné des médailles dans tous les sens. Du côté d'Antholz, des médailles à toutes les courses, sprint, mass start, titré, 3e de l'individuel, 3e de la poursuite. Là, c'est du très très grand Marte Holzbø, c'est-à-dire que sur les skis, ça va très vite, et derrière la carabine, ça fait moins de fautes que les autres, donc ça gagne 33 secondes d'avance sur Anna Heuberg, qui fait 2e, Dinara Limbekava, qui est décidément très très en vue depuis le début de saison, est 3e, et nos Françaises au pied du podium, ça a été un tout petit peu juste, très très belle remontée d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui fait un 19 sur 20, qui finit certes à 1 minute, mais qui fait 19 sur 20 quand même. Julia Simon, 3 fautes. Elle doit avoir... C'est 2 fautes sur le premier tir couché, c'est dur. Ça fait mal. Quand tu prends 2 fautes sur ton premier tir couché d'une poursuite où tu pars 2e... déjà, tu tires une belle grosse balle dans le pied. Mais voilà, les Françaises, encore une fois, comme à chaque fois, sont dans le mix, 2 top 5, on est la nation la plus représentée dans le top 5. Oui, on gagne pas, mais parce que devant, en même temps, t'as un avion de chasse, réaction nucléaire, enfin tout ce que tu veux, et elles sont très très fortes aussi devant, mais les Françaises sont présentes, elles ne lâchent rien. Elvira Heuberg, très jolie remontée, 17 sur 20, mais elle finit 7ème. Mais Marte Holzbø est en train d'écraser la concurrence, mais de l'écraser, de la martyriser, c'est un peu du niveau de ce que faisait Thierry Lecoff l'année dernière. Alors c'est écrasant, 5 victoires, il y a presque déjà 100 points d'avance maintenant sur Elvira Heuberg. Dinara Limbekava est 3ème, mais je veux dire, même sur la course, j'ai pas grand chose à analyser, quoi. Je veux dire, elle a été devant tout le temps, elle a jamais douté. Elle
Elle est partie devant, elle était devant au milieu, même quand elle faisait des fautes, elle était devant, et au final, elle a fini devant, quoi. Enfin, voilà, sachant qu'en plus, sur le dernier tir, t'as qu'Anaïs Chevalier et Elisa Teresa Hauser qui font pas de fautes, mais devant Anna Heuberg, Alimbe Cava, Julia Simon, ça fait des fautes, Elvira Heuberg, donc non, j'ai jamais douté de la victoire de Marthe Holzbourg-Oiseland, enfin, en confiance, rapide sur la piste, elle était en contrôle sur son lâcher de balle. Bon bah voilà, tu t'inclines quoi, tu regardes et puis tu dis bravo madame, et puis on se retrouve à Ruhpolding du coup ou pas, enfin je sais pas en fonction des courses qu'elle va faire, mais elle est au-dessus du lot, hein. C'est la claire favorite. Alors on va voir en fonction des impasses, hein, si les autres vont réussir à refaire leur retard, mais c'est la claire favorite pour le gros globe, enfin je veux dire, et même pour le globe sprint poursuite, hein, elle a déjà fait des petits écarts, hein, la madame, hein. Enfin... ouais, elle m'impressionne beaucoup. Elle m'impressionne beaucoup. Je vois pas beaucoup d'ouverture pour les autres. Anna Heuberg, oui, elle est là, mais bon, au final, elle est moins forte que sa sœur. Donc ouais, non, là, Marthe Holzbourg, elle me scie un peu parce que comment on a analysé ça à part dire que c'est trop complet, c'est trop parfait ce qu'elle produit depuis le début de la saison. C'est voilà, un petit down l'année dernière et puis là, on est reparti sur des bases extrêmes et de très haut niveau. Voilà pour ces poursuites d'Oberhof. On se retrouve, il va y avoir de l'actu, je ferai peut-être un petit podcast sur Djokovic, parce qu'il s'est passé des choses quand même. Puis on va avoir du ski cette semaine, on va avoir Schladming notamment, la Planaille, puis après on aura Wengen, tout ça, enfin bref. On va avoir pas mal de choses à dire. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.